Bonjour. Cet été, j'ai décidé de rediffuser les meilleurs épisodes de Vlan, ceux que vous avez préférés ou ceux qui ont particulièrement résonné pour moi. Donc chaque semaine, vous allez retrouver 2 épisodes sur une thématique et évidemment, d'une semaine à l'autre, on changera de thématique. J'espère que ce best-of vous plaira énormément, que vous écoutiez ou que vous réécoutiez les épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute. Pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l'impression de renaître ? Comment se rendre disponible à celles qui vont intensifier nos vies, nous révéler à nous-mêmes ? Aujourd'hui, je reçois Charles Pépin. Et ce petit texte, c'est le début de la 4e de couverture de son nouveau livre, La Rencontre. Et donc avec Charles, évidemment, nous allons parler de la rencontre. En particulier dans cette période où on n'a pas rencontré grand monde, pas en 2020 en tout cas, et peut-être en 2021, vous avez fait quelques rencontres déjà, je ne sais pas. Et on parle de rencontres amicales, de rencontres amoureuses, de rencontres professionnelles, de rencontres avec soi, de rencontres avec le monde. Et c'est une discussion que j'ai trouvée passionnante. J'utilise toujours ce mot, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, bonne écoute. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était parlé, sur Vlan en tout cas, on avait parlé de la confiance. Et là, tu sors un bouquin sur la rencontre. Ouais. Je voudrais savoir, c'est quoi ta plus belle rencontre ? Alors là, c'est une grosse question, ça tu commences fort. La plus belle rencontre de toutes, pour moi, c'est la rencontre de la vie elle-même, au fond, de cette espèce de possibilité qu'on a toujours, soit d'être dans le repli et de attendre que ça passe, se soumettre aux habitudes, et soit prendre chaque occasion de la vie comme une sorte d'occasion d'être plus vivant, plus ouvert, plus éveillé, plus intense. Bon voilà, la grande rencontre, c'est ça. Après, sur les rencontres d'individus, j'en évoque certaines dans le livre. Bien sûr. Alors, je dirais pas que c'est ma plus grande rencontre, mais c'est celle dont je peux le plus parler en tout cas. C'est celle d'un professeur, quand j'étais en terminale, qui m'a vraiment changé, au fond, et qui m'a fait changer de rapport à l'existence. C'était mon prof de philo, et qui m'a beaucoup influencé, beaucoup marqué. Mais c'est d'ailleurs plutôt quelque chose qu'on a ensuite inventé ensemble en devenant amis, plutôt que lui qui me change directement, quoi. Et la rencontre avec toi-même, parce qu'en fait, quand on parle de rencontre, il y a forcément plusieurs types de rencontres. Il y a la rencontre avec soi, Ouais. la rencontre avec la vie, avec le monde, avec les autres. Où est-ce que tu positionnes la rencontre avec toi dans le rapport, par rapport à la rencontre aux autres ? Ce que je montre dans le livre, c'est que finalement, on peut pas démêler les choses. Il y a toujours 3 dimensions en même temps. Une rencontre de l'autre, évidemment, des autres, une rencontre du monde et une rencontre de soi. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que j'avais expliqué dans mon travail sur la confiance, où il y avait 3 dimensions dans la confiance. On retrouve cette structure un peu tripartite. Il y avait une confiance en l'autre, une confiance en soi et une confiance en la vie ou en le monde. Là, c'est un petit peu pareil. Alors, si on prend un exemple, pour montrer qu'on peut pas tellement faire la part des choses, et c'est ça qui est beau, que toute rencontre comporte ces 3 dimensions. Si vous rencontrez quelqu'un, une femme, un homme, un ami, un amour, tu m'as demandé tout à l'heure, ça m'a un peu désarçonné, quelle était ma plus grande rencontre. Et donc c'est vrai que j'ai fait une belle rencontre amoureuse il y a quelques années et qui se poursuit aujourd'hui. Et donc si je pense à cette personne, à cette rencontre-là, en rencontrant quelqu'un, je rencontre aussi une autre vision du monde. Je rencontre une autre façon de voir le monde. Je rencontre une autre façon de voir les films, une autre façon d'écouter de la musique. Et finalement, je m'ouvre à un autre rapport au monde qui n'est pas le mien. Ça ne veut pas dire que le mien disparaît. C'est ça qui me paraît intéressant. On n'est pas dans la fusion. On est dans la découverte de l'altérité, une expérience de l'altérité qui fait que, si par exemple j'écoute une musique qui me plaît, hier j'écoutais sur le conseil de ma fille un rappeur qui je trouve assez bon, qui s'appelle Limsa Dolné, et ben si je l'écoute, comme je suis maintenant amoureux de cette femme, quelque part, puisqu'elle est entrée dans ma vie, je vais aussi l'entendre un peu avec ses oreilles, dans la mesure en plus où je lui fais écouter, où je partage ça. Et finalement, ça va être un rapport au monde agrandi, comme dédoublé, mais pas 2 fois de la même façon, une fois différente, et ça s'appelle l'expérience de l'altérité. Et le résultat de tout ça, c'est que je vais aussi m'ouvrir à des facettes de moi-même que j'aurais pas soupçonnées, grâce à cette ouverture à la rencontre de l'autre. Si bien qu'à travers cet exemple simple, on voit que la rencontre de quelqu'un, c'est la rencontre du monde, et c'est aussi la rencontre d'une partie de soi qu'on ne soupçonnait pas. Et bien sûr, c'est aussi que parce que moi, je suis plus vivant, parce que je suis tombé amoureux, ou parce que je me suis fait un nouvel ami, ou parce que j'ai une rencontre professionnelle intéressante,
c'est pas simplement que je vois le monde autrement parce que je le vois avec les yeux de l'autre, c'est aussi que je suis plus ouvert au monde parce que je suis plus réveillé, parce que je suis plus éveillé, parce que je suis plus présent. Et tout ça fait qu'il faut sortir d'une simple idée qu'on pourrait dissocier la rencontre de l'autre, la rencontre du monde et la rencontre de soi. En fait, toute rencontre véritable est en même temps une redécouverte du monde et une redécouverte de soi. Du coup, ça me fait penser à cette expression, j'aimerais savoir ce que tu en penses, qui est on est la moyenne des personnes qui nous entourent. La moyenne, je sais pas si c'est si mathématique, mais ce qui est sûr, ça me fait un peu penser à la phrase de Sartre qui est « tu es la somme des relations que tu as avec les autres ». Et c'est une belle idée qui prouve qu'on n'est pas soi-même comme ça auto-constitué, auto-défini. Il n'y a pas au fond de moi une sorte de noyau identitaire. C'est intéressant aussi pour contrer l'espèce d'obsession du soi de l'époque, toute cette tentation, cette tendance de l'époque au repli sur soi, à la solidité identitaire, à la crispation identitaire. En fait, nous ne sommes pas des monades comme ça, autosuffisantes, autodéfinies. Nous sommes faits de nos liens. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que ce travail sur la rencontre prolonge mon précédent livre sur la confiance, dans lequel je montrais qu'au fond, la confiance, elle naît comme ça dans la relation aux autres, notamment quand on est enfant. On est enfant très dépendant, très, très fragile, et on va pouvoir devenir confiant grâce aux autres qui vont nous sécuriser, nous embrasser, nous accueillir. Donc au fond, nous sommes faits de nos liens. Et on retrouve cette idée dans une philosophie de la rencontre. On pourrait croire qu'en fait, on existe avec une sorte d'identité auto-constituée, définie, génétique ou autre, et qu'en plus, en fait, on va rencontrer des gens. Mais en fait, pas du tout. La rencontre n'est pas un plus, elle n'est pas un supplément, elle est constitutive de ce que nous sommes. Nous sommes, donc c'était ce que tu disais, effectivement, la somme de nos rencontres. Et c'est d'ailleurs pourquoi la vie n'est jamais terminée. On peut toujours rencontrer. D'ailleurs, c'est aussi l'idée de mon livre, c'est de montrer que la rencontre va dépendre d'une attitude par rapport à l'existence. Elle n'est pas simplement liée à un hasard qui nous tombe dessus ou ne nous tombe pas dessus. Elle est liée à une chance, mais qui se provoque, qui se cultive, qui se prépare aussi, qui s'anticipe. C'est d'ailleurs intéressant de dire ça alors qu'on est en sortie de confinement et qu'on n'est pas totalement déconfiné, qu'on est menacé par un reconfinement et qu'on est dans un couvre-feu qui risque d'être un peu plus arrivé un peu plus tôt, etc. Et que donc nos rencontres sont entravées, nos rencontres réelles. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait voir les choses autrement et se dire ce temps-là, on va le mettre à profit pour préparer des rencontres de demain, parce que les grandes rencontres, les belles rencontres se préparent. Elles se préparent, par exemple, par la culture de sa vie intérieure. Elles se préparent par... Si par exemple, on est sur un site de rencontre, on peut tout à fait chatter, mais en ouvrant le rapport au hasard de façon plus souple. Par exemple, en renseignant des critères ou des attentes plus vagues, volontairement, pour créer du hasard. Ou alors en renseignant son profil de façon plus allusive. Alors que si on est trop précis, avec des critères ou des attentes trop précises, en fait, on restreint le champ, on fait moins du hasard son allié. Et on est davantage en train de vouloir prévoir, anticiper. Et c'est ça qui empêche les vraies rencontres. Et aussi, comme je te vois à la fois sourire et froncer les sourcils quand je dis qu'on peut préparer les rencontres de futures dans ce moment où on est entravé, je pense à quelque chose de très, très simple, qui est que plus on a une vie intérieure riche, plus on est capable de rencontrer des gens dans le monde extérieur et surtout d'avoir quelque chose à partager, d'avoir quelque chose à échanger. Et donc, on peut mettre à profit ce moment un peu étrange de notre histoire pour essayer de nourrir son jardin intérieur. Je prends un exemple très simple. Si vous êtes très rationaliste, très et que vous découvrez un livre un peu mystique, comme Le Royaume d'Emmanuel Carrère, c'est un exemple que je prends dans mon livre, et que vous vous ouvrez, grâce à cette lecture, à cette part mystique en vous, à cette idée, comme ça, que peut-être le passage de Jésus dans l'histoire a changé l'histoire, a cassé l'histoire en deux, etc. Ça, c'est une lecture. C'est une lecture qui prend du temps. Mais si, plus tard, quand on sera complètement déconfiné, quand le vaccin nous aura libérés de cette sale période, et qu'on pourra enfin vivre normalement, ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un qui est assez mystique, qui est en tout cas plus croyant que vous. Eh bien, si ça se trouve, vous pourrez rencontrer cette personne, la comprendre, accéder à sa vision du monde, parce que vous aurez lu ce livre, parce que ça vous aura ouvert à une part de vous-même davantage mystique, à une part de vous-même moins rationaliste, et grâce à ça, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui correspond plutôt à ce profil. Ça montre bien
que les grandes rencontres se préparent. Et ça, on a du mal à le comprendre aujourd'hui parce qu'on est trop dans la hâte, dans la précipitation et aussi dans l'espèce de prévision rationnelle. Mais il y a un autre exemple que je prends dans mon livre que je trouve très touchant, c'est la rencontre entre Bowie et Lou Reed. C'est une rencontre incroyable puisque Bowie va produire directement un album de Lou Reed qui est Transformer, avec plein de chefs-d'œuvre comme Walk on the Wild Side, Satellite of Love, bien sûr Perfect Day. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, d'abord, plein de gens ne savent pas que cet album de Lou Reed a été produit par Bowie. Moi, je savais pas. Voilà, il a été produit par Bowie et même plus que ça. Enfin, il a été produit au sens fort, puisque Bowie met sa voix parfois, il fait les chœurs. C'est son prof de saxo qui joue avec Lou Reed dans Take a Walk on the Wild Side. C'est l'arrangeur de Bowie et son guitariste qui travaillent avec Lou Reed. Donc c'est vraiment une association. Et ça déjà on ne le sait pas, mais on sait encore moins que quand Bowie a rencontré Lou Reed dans un dîner à New York, en fait, ça faisait des années qu'il écoutait l'album du Velvet Underground sur lequel Lou Reed chantait. Et donc, ça fait des années qu'il entend cette voix et qu'il l'adore. Et quand il rencontre Lou Reed, en fait, cette rencontre a été préparée par ces années. Alors, c'est très particulier parce qu'il a préparé la rencontre de Lou Reed en écoutant Lou Reed. On n'est pas tous dans cette situation. Non. Mais l'idée qui demeure, c'est qu'on peut préparer le moment où on sort dehors et où on rencontre l'autre, on peut le préparer quand on est à l'intérieur de soi. Et c'est une dialectique que j'évoque dans mon livre sur la rencontre en disant, voilà, il faut rentrer en soi, s'ouvrir à des parts de soi, et après sortir de chez soi. Rentrer en soi, sortir de chez soi. Cultiver sa vie intérieure et s'aventurer dans l'extérieur du monde. Et c'est un double mouvement. Souvent, on oublie la première partie. Et est-ce qu'on peut rater une rencontre ? Bah oui, bien sûr. Du coup, parce que en fait, si on n'est pas préparé, on peut passer à côté, en fait, tout simplement. Oui, et puis même, alors on peut passer à côté de quelqu'un. Et puis, il y a un autre cas, c'est on peut aussi rencontrer quelqu'un qui nous fait du mal. Il y a des rencontres évidemment toxiques. Passer à côté de quelqu'un, c'est passer à côté de soi d'ailleurs. C'est ça qui est inquiétant et c'est pour ça qu'il faut réussir à s'ouvrir, à se rendre disponible à des gens auxquels on ne pense pas. Parce que vous savez, souvent les grandes rencontres sont les rencontres de personnes qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire, c'est des exemples que je prends beaucoup dans mon livre et ça va vous parler et ça va te parler. C'est que vous avez par exemple un homme, il cherche depuis qu'il est divorcé, il veut une femme plus jeune et une femme qui a pas d'enfants et voilà. Et en fait, il se rend compte que il va rencontrer une femme qui a déjà des enfants et qui est plus âgée que lui. Et s'il n'est pas capable de s'ouvrir à l'inattendu, il va peut-être passer à côté de cette femme parce qu'il est trop accroché à son attente première et pas assez disponible à ce que la vie lui offre. Il y a plein de cas comme ça où on passe à côté de quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'on est obsédé par son attente première, alors même que ça se trouve, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne sait pas vraiment ce qui nous rendra heureux, mais on s'auto-persuade, on est dans l'illusion de savoir et on passe à côté de quelqu'un. Autre exemple, c'est une femme qui veut un homme plus âgé, très sécurisant, un peu plus assuré qu'elle financièrement et socialement, et qui passe à côté de quelqu'un, un homme plus jeune, qui est tout plein de promesses, mais qui est encore moins rassurant. Elle pourrait être très heureuse avec lui, mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas, parce qu'elle voit son attente, et elle ne sait même pas que son attente n'est pas la bonne, parce qu'elle est dans l'auto-persuasion, parce qu'elle n'est pas capable de se rendre disponible, en fait, au surgissement de l'inattendu. Donc oui, je te réponds. Dans ce cas-là, on peut passer à côté des gens, des autres. Et le drame, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'on va passer à côté de soi aussi et de tout ce qu'on aurait pu développer de soi au contact de cette personne. Du coup, la solution, c'est quand même de travailler sa disponibilité et de se dire, OK, j'ai une attente, j'accepte, je ne suis pas un moine zen, détaché de toute attente et de tout désir. Je recherche plutôt telle personne, plutôt tel type d'amis, plutôt tel type d'associé professionnel, OK ? Et c'est pour ça que je vais aller dans le dehors du monde. Je sors de chez moi parce que j'ai une attente. Mais, et c'est là le cœur de ce que je pourrais appeler une méthode, quand je sors de chez moi, il faut que je sois relâché par rapport à mon attente première. Il faut avoir l'attente pour sortir de chez soi et aller à la rencontre du monde et des autres, mais ensuite savoir se rendre disponible à ce qu'on n'attendait pas. Parce qu'autrement, on va trop restreindre le champ du réel et le champ des rencontres. Ce qui veut dire qu'il y a un double mouvement, un mouvement de volonté qui fait que je me mets un coup de pression et que je sors de chez moi, et un mouvement de lâcher-prise, de relâchement et de disponibilité qui fait que j'arrête d'être accroché à mon attente première. Et ce double mouvement, je le résume dans une expression que j'évoque dans le livre et qui était ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits et qu'ils avaient peur d'aller à un anniversaire, à un club de foot, un club de tennis. Je leur disais, mais en fait, vas-y et vois. J'y vais, je vois. J'y vais, ça veut dire je me mets un coup de pression parce qu'autrement je risque de rater une occasion. Mais après, je vois. Je reste libre. Je vois. Peut-être qu'il ne se passera rien.
peut-être qu'il se passera quelque chose de désagréable, ça peut arriver, mais je me mets en position d'observateur. Et souvent, on réconcilie pas ces deux dimensions. La dimension de la volonté active et la dimension de l'observation relâchée, on les associe pas. Nous, les Occidentaux, on oppose les deux. Je pense que le secret des grandes rencontres, c'est de réussir à les opposer dans une sorte de dialectique un peu souple. Il y a une partie de moi qui y va, il y a une partie de moi qui attend et qui ne sait même pas ce qu'elle attend. Et souvent, je rencontre quelqu'un que je n'attendais pas. Et c'est ça, les vraies rencontres. Imaginez, Grégory, imagine un truc simple, c'est que tu cherches une personne précise, dans l'amour, par exemple, avec une description très précise. Imagine que la vie, et ça n'arrive jamais dans la vraie vie, t'offre de rencontrer cette personne qui correspond exactement à ton attente, physiquement, intellectuellement, socialement, sexuellement, tout. Eh ben, est-ce que tu rencontrerais quelqu'un ? Non. Parce qu'au fond, la rencontre, c'est la rencontre de quelqu'un qui nous surprend, qui ne correspond pas à notre attente. Donc ça paraît évident de dire ça, mais ça veut dire qu'il faut se préparer à accueillir l'imprévu. Ça veut dire qu'il faut avoir une disponibilité d'esprit comme ça pour accueillir ce qu'on n'attendait pas. Autrement, on ne rencontrera personne. Ah, j'adore. J'adore. Tu parlais tout à l'heure des relations toxiques. Alors, je vais peut-être pencher du côté de la psychologie plus que de la philosophie, si tu me diras. Mais est-ce que c'est pas des rencontres qu'on va chercher néanmoins ? C'est-à-dire que il y a quand même cette idée que voilà, c'est pas arrivé par hasard quelque part. Si tu veux, je pense que une rencontre toxique, ça existe évidemment. Et ça produit des effets très délétères et très graves. Et moi, je propose une approche assez simple. C'est qu'une belle rencontre, c'est une rencontre qui te fait du bien. C'est une rencontre qui te change. D'ailleurs, ça, c'est un critère très simple. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous n'avez pas changé, ni en bien ni en mal, c'est que vous n'avez rencontré personne. C'est que vous êtes accroché à votre identité, à vos habitudes, à vos certitudes, et que la rencontre de l'autre n'a rien changé. Il y a plein de rencontres qui, en vérité, n'en sont pas. On a juste croisé quelqu'un. Parfois, on a fait un bout de chemin avec cette personne. On s'est même mis en couple avec elle. Ça a même pu durer des années. Parfois même, on a fait des enfants. Mais en vérité, on ne s'est pas rencontrés parce qu'on est resté chacun sur les rails de son identité, etc. Et donc, il n'y a pas eu ce trouble qui fait qu'on change et qu'on s'ouvre, grâce à cette expérience de l'altérité, à d'autres dimensions de soi. Du coup, si on est sérieux, au sens hegelien, au sens basique, on dit voilà, qu'est-ce que ça a changé en moi ? Et il faut observer. C'est Camus qui disait les grandes rencontres, on aimerait parler à ceux qu'on a rencontrés et leur montrer comment on était avant, pour leur montrer ce qu'ils ont fait de nous et combien on a changé. Et ça, c'est un regard, on va dire, camusien ou hegelien. C'est un regard objectif, effectif. Qu'est-ce que ça a produit en moi comme changement ? Si on a cette vigilance, alors on va voir qu'une rencontre toxique, elle produit en moi des changements négatifs. Elle m'enferme, elle me sépare du monde, elle me coupe de ma joie de vivre, elle me coupe de mon estime de moi-même. Et dans ce cas-là, on va avoir une vigilance pour être capable de casser la relation toxique. Donc je pense que ça se surveille. Et effectivement, la rencontre est risquée. Autrement, ce serait pas intéressant. Et si elle est risquée, c'est aussi qu'elle peut me faire du mal. D'où cette espèce de vigilance et cette espèce de regard hegelien que je propose dans le livre, à savoir, ne soyons pas trop romantiques. Le romantique, il veut pas savoir ce qui est effectif, ce qui est tangible. Il dit non, tout se passe à l'intérieur de mon cœur. Non, soyons pas trop romantiques en ce sens-là, et soyons hegeliens et disons voilà, qu'est-ce que cette rencontre produit en moi ? Est-ce qu'elle produit en moi des changements effectifs qui sont positifs ? Si la réponse est oui, tout va bien. Et il y a deux types de changements. Il y a des changements radicaux et des changements au sens de François Julien qui parle de transformation silencieuse. Et donc parfois, on est changé progressivement, et c'est aussi très beau. Parfois, on est changé plus radicalement. Mais ce qui est sûr, c'est que si on s'aperçoit qu'on est changé en mal, alors il faut changer cette relation et essayer de casser, quoi. La casser, évidemment. C'est passionnant. Mais du coup, je me posais la question aussi, tu parlais de relations amoureuses, qui est un sujet qui forcément intéresse un peu tout le monde. Y a un certain nombre de personnes qui te disent en fait, il faut pas que l'autre te complète, il faut que l'autre arrive comme un plus, tu vois, qui va un peu dans... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bonus, mais c'est pas quelque chose dont tu as besoin. C'est-à-dire que ça ne faut pas que ça fasse une partie de toi. Oui. Et toi, j'ai l'impression que dans la manière dont tu l'exprimes, c'est un peu l'inverse, non ? Ou c'est moi qui... Alors, en fait, je dirais c'est ni l'un ni l'autre. D'accord. Il s'agit pas de trouver sa moitié, parce qu'on n'est pas en manque d'une moitié. Ça, c'est la thèse de Platon qui a fait beaucoup d'enfants. Je pense que c'est dangereux parce que dans ce cas-là, c'est encore un délire de fusion. Si c'est ma moitié, je fusionne et c'est très dangereux parce qu'on est dans la dépendance. Et il s'agit pas non plus d'être complètement indépendant et d'avoir simplement un plus, comme tu l'as dit. J'aime pas non plus ce mot. Moi, je pense qu'il faut devenir deux.
au sens que développe notamment Alain Badiou dans son livre sur l'amour, dans son éloge de l'amour, c'est-à-dire je vais m'ouvrir à une autre façon de voir le monde, à une autre perception du monde qui va s'ajouter à la mienne, mais pas comme un simple plus, comme quelque chose qui est une incroyable ouverture au monde. Et je vais, c'est l'exemple que je reprenais avec le cinéma tout à l'heure, je vais voir un film avec toi mon ami, toi mon amour, et en sortant, j'ai vu le film 2 fois. Je l'ai vu avec mes yeux, mon histoire, mon vécu, mon passé, et je l'ai vu avec tes yeux, ton histoire, ton vécu, ton passé. Mais comme je te connais, parce qu'on s'est rencontrés, eh bien, j'arrive à voir comment tu peux recevoir ce film, comment tu peux recevoir cette scène. Mais on va pas le voir de la même façon. Et c'est plus qu'un plus. C'est une incroyable ouverture au monde. Et d'ailleurs, on voit bien quand après on parle du film en sortant du cinéma dans la rue, qu'on confronte des points de vue et qu'on va chacun s'enrichir du point de vue de l'autre sans perdre son point de vue initial. C'est pour ça qu'on pourrait dire, pour essayer de trouver le terme, en disant c'est pas la fusion et c'est pas un simple plus, on pourrait dire c'est une expérience de l'altérité et c'est une expérience de décentrement. Avant de te rencontrer, toi que j'aime, toi qui es mon ami aussi, toi qui es mon associé dans une entreprise par exemple, en fait, j'étais au centre de ma vie. Au centre de ma vision du monde. Et je voyais le monde, je voyais Paris, je voyais la crise, je voyais l'actualité, à partir de ma position à moi, qui est au centre de ma vision du monde. Et bien maintenant, il y a un excentrement, ou il y a un décentrement. On est 2. Il y a moi et il y a toi, et ça fait que je vois 2 fois plus de choses. Vous voyez, c'est ni de la fusion, c'est ni du plus. C'est un décentrement, et c'est une expérience de l'altérité. Alors évidemment, c'est troublant. C'est troublant, parce que enfin, je découvre quelque chose que je ne voyais pas. Et s'il n'y a pas de trouble, en fait, il n'y a pas de vraie rencontre. Donc, il faut se méfier des fausses rencontres. Parfois, vous savez, on déjeune avec quelqu'un pour des contraintes professionnelles. On dit, j'ai été très heureux de vous rencontrer. En fait, c'est juste qu'on a envie d'écourter ce moment pénible et on n'a rencontré personne. Quand on rencontre quelqu'un, en fait, on est troublé de sentir une autre perception, une autre subjectivité. Et ce trouble, il peut être un peu dérangeant. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est d'être dérangé dans le confort de son identité, d'être dérangé dans le confort de ses habitudes et de ses certitudes. Mais est-ce que du coup, il faut avoir des personnes affirmées en face pour que... Est-ce que tu crées une rencontre avec des personnes qui sont... Est-ce que tu peux, oui, créer une rencontre avec une personne qui est modérée en fait, en tout, ou est-ce qu'il faut... C'est marrant comme question. Tu vois ce que je veux dire, enfin, bah oui, ou est-ce qu'il faut avoir quelqu'un d'engagé, enfin, tu vois, qui a des points de vue, qui nécessairement, s'il a des points de vue, ils peuvent être ouais, c'est une question tiens. très marrante. Tu sais, quelqu'un qui est très modéré peut être très intéressant. Bien sûr. Il peut y avoir une vraie singularité originale qui s'exprime dans la modération et la nuance. Donc attention, c'est pas parce que je dis tu t'ouvres à une autre vision du monde, à une autre façon de voir le film, à une autre façon de lire l'actualité, à une autre façon d'écouter de la musique, que tu es face à quelqu'un de très engagé, très convaincu. D'ailleurs, il y a un idéal grec, qui est l'idéal de l'équilibre et de la modération, ce que les Grecs appelaient la mésotès, le juste milieu. Et tu peux avoir quelqu'un qui est dans le juste milieu et l'équilibre, mais qui est passionnant. Parfois, ce juste milieu est une sorte de sommet. Donc oui, on peut rencontrer évidemment des gens modérés et qui ne sont pas extrémistes, évidemment. Mais par contre, ce qui est important, c'est de dire que on est tous menacés, surtout arrivant à un certain âge d'ailleurs, à partir du milieu de la vie, on est tous menacés par ce que j'appelle le repli identitaire ou la crispation identitaire. On est tous menacés par le fait de s'enfermer peu à peu dans sa vision du monde qui est socialement, économiquement déterminée, et d'autant plus qu'on commence à avancer dans l'existence, on est défini par sa fonction sociale, on est défini par sa fonction professionnelle, et donc c'est un enfermement et c'est une réduction du champ de l'existence. Qu'est-ce qui va nous relancer ? C'est de rencontrer quelqu'un. Ça peut être un ami, c'est pas nécessairement une histoire d'amour, de rencontrer quelqu'un, et c'est ça qui est beau, c'est que la rencontre, elle a le pouvoir de relancer une existence, de nous faire prendre un nouveau départ, de nous faire en quelque sorte renaître. Et ça, c'est très énigmatique philosophiquement. Comment ça se fait que je sois à ce point, en fait, dépendant des rencontres d'autrui pour redevenir moi-même, pour avancer dans ma vie. Et donc, dans mon livre, alors je ne peux pas te résumer tout ça dans le podcast, non. Mais dans la 3e partie du livre, j'examine beaucoup de prismes de lecture de cette énigme. L'énigme, c'est j'ai besoin, moi, animal humain, de rencontrer quelqu'un qui n'est pas moi pour devenir moi-même. Je te signale que c'est pas le cas des animaux, même s'ils font des rencontres amoureuses et tout, ils changent pas. Et c'est pas le cas des dieux, si tant est qu'ils existent, ils sont autosuffisants, ils sont déterminés, ils vont pas changer en rencontrant d'autres dieux. Donc du coup, il y a le propre de l'homme, dans ce pouvoir d'une rencontre, de changer ta vie. Et donc dans le livre, je me penche sur cette énigme
d'abord avec un regard anthropologique, puis un regard darwinien, puis un regard psychanalytique, puis un regard religieux, mystique, hegelien. Je multiplie les prismes de lecture pour revenir à une énigme, qui est quand même, c'est incroyable, on est ouvert comme ça aux autres, au point que ça peut relancer une existence. Et très probablement, il y a un élément d'explication qui me paraît presque plus fort que les autres, c'est que comme on est né trop tôt, on est des prématurés, on est inachevé, et donc on va avoir besoin de se parachever, de finir sa vie, quoi, de prolonger sa vie dans la rencontre des autres, comme s'il nous manquait à la naissance quelque chose, et qu'il ne manque pas aux animaux, qu'il ne manque évidemment pas aux végétaux, qu'il ne manque pas aux dieux. Et donc c'est pour ça que la rencontre est si forte. Mais alors si on a compris ça, on a un effroi. Et mon livre creuse cet effroi ou cette angoisse, c'est qu'en fait, il y a un moment où je peux passer à côté de ma vie, passer à côté de mon bonheur, passer à côté de ma vérité, passer à côté de certaines de mes qualités aussi, si je ne m'ouvre pas à la rencontre des autres. Et là, il y a un drame, c'est qu'avec les algorithmes des sites de rencontres, avec les algorithmes de Facebook, d'Instagram, en fait, je ne rencontre plus de gens différents. L'algorithme fait que je n'ai même plus accès à des gens qui ne pensent pas comme moi. Donc là, il y a des choses très simples à faire. Et donc, tu vois que dans mon travail, je fais le grand écart entre des propos mystiques, spirituels et des propos très concrets. C'est que, par exemple, sur une appli de rencontre, il faut faire attention à la manière de renseigner les attentes, les critères, parce que si on est trop précis, on restreint le champ de la rencontre. Mais aussi, concrètement, il y a un moment, il faut échanger son ordinateur avec quelqu'un de sa famille, ou même si on a la chance d'en acheter un autre, parce que l'ordinateur, il a un historique, et il va nous renvoyer les posts des gens de Facebook, qui sont uniquement ceux de notre réseau. Et donc, on va même plus avoir accès à des pensées différentes de ceux qui sont dans notre cercle. En fait, les algorithmes créent comme ça, sur Facebook, sur Instagram, des bulles d'entre-soi qui, en fait, restreignent le champ de la rencontre. Du coup, il faut en sortir. Alors, soit en changeant d'ordinateur, soit en échangeant avec quelqu'un de sa famille, soit, évidemment, en allant dans la rue, en allant dans des jardins publics, en allant dans des lieux de sociabilité. Encore une fois, on peut aussi utiliser bien sûr un site ou une appli de rencontre, mais à la condition de recréer le même hasard que dans la vie. Et pour ça, il y a des choses assez simples, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans la manière de définir son profil, la manière de rencontrer aussi à distance. Et puis aussi, pendant qu'on est un peu à distance, qu'on est confiné et qu'on chatte, par exemple, ça peut être très intéressant parce qu'on a plus de temps pour préparer la rencontre réelle. On a plus de temps, donc on peut peut-être se livrer davantage. Il y a des individus qui arrivent mieux à se livrer comme ça en chattant qu'en rencontrant tout de suite. Donc finalement, ils vont plus rencontrer de monde après parce qu'ils vont être capables de se dévoiler davantage dans cette phase de préparation. Donc je pense qu'il faut saisir toutes les occasions pour faire du hasard son allié. Et il y a deux grands écueils. Le premier écueil, c'est de vouloir abolir le hasard. C'était la pub de Mythique au début, « Ayez l'amour sans le hasard », un slogan que je condamne dans le livre et qui est complètement contre-productif parce que la vie, c'est le hasard. Mais l'autre écueil, c'est de s'en remettre au hasard. C'est l'écueil symétrique. Et moi, ce que je propose, c'est une philosophie nous apprenant à faire du hasard notre allié. Et cette philosophie, elle a 3 grandes directions. Une direction d'action, il faut agir, il faut sortir de chez soi, quand on peut évidemment. Une direction de disponibilité, ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut se rendre disponible à ce qu'on n'attendait pas. Donc se mettre en disposition d'accueillir l'inattendu et d'accueillir la surprise. Et ça, on y est mal préparé. On est dans une société qui nous demande d'anticiper et de prévoir. C'est un problème, parce que la rencontre, c'est la rencontre de l'imprévu. Je prends un exemple très concret pour que tu vois de quoi je parle. Le GPS. Le GPS, à la base, c'est un outil, tu veux simplement qu'il te donne ton chemin pour arriver quelque part. Sauf que l'outil porte une vision du monde. Et ton GPS, toutes les secondes, il te dit à quelle heure tu vas arriver et il réactualise l'heure d'arrivée à chaque seconde. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'improvisation, il n'y a plus de rapport à l'inattendu et tu obéis à une machine, il n'y a plus de promenade et finalement, tu n'ouvres plus les yeux sur le monde, tu obéis à la machine. Et ça montre bien qu'on veut nous faire croire, la technologie porte cette valeur qu'on peut tout prévoir. Parce que le GPS prévoit l'heure d'arrivée et la réactualise à chaque seconde. Et ça véhicule l'idée qu'on peut tout prévoir. En fait, ces outils techniques portent une vision du monde. Il faut faire attention parce qu'on ne prévoit pas tout. On peut prévoir des choses, mais il y a de l'imprévu. Ça, c'est la deuxième dimension de la philosophie. C'est la disponibilité, se rendre capable d'accueillir l'imprévu. Et la troisième dimension, c'est la vulnérabilité. Donc, activité, disponibilité, vulnérabilité. Parce que très souvent, on avance masqué. Alors, je ne parle pas du masque anti-Covid, mais du masque social, du masque identitaire.
Et on a l'impression que pour rencontrer quelqu'un, il faut cacher ses failles, cacher ses vulnérabilités et avancer toujours le même profil, avec le selfie qui est tragique de ce point de vue-là, parce que c'est une image arrêtée et travaillée et retouchée. C'est ça. Et en fait, souvent, ce qui fait que tu rencontres quelqu'un, c'est que cette personne a un accès à ta vulnérabilité. C'est qu'elle voit quelque chose de toi. Et pour ça, si tu avances masqué, tu limites ta possibilité de rencontrer les gens. Et il ne s'agit pas d'être impudique et de se dévoiler directement à un inconnu. Mais il s'agit d'oser finalement afficher une partie de sa vulnérabilité pour que l'autre, par empathie, puisse établir une connexion, une relation avec toi. Donc voilà, trois dimensions. Alors dans le livre, je montre comment elles s'articulent. Effectivement, c'est pas facile d'articuler les trois. C'est pas facile parce que quand on agit, en général, c'est qu'on vise un but. Et pourtant, il faut être disponible au but qu'on ne vise pas. Et c'est pas facile parce que la vulnérabilité aussi, parfois, elle peut faire fuir. Et donc, il faut avoir du tact. Et donc, j'explique ça dans le livre de plus en détail. Une forme de délicatesse dans la manière de se montrer vulnérable aux yeux de l'autre. Parce que si ça se fait trop brutalement, ça peut aussi faire fuir l'autre. Donc, il y a tout un art comme ça de la relation à trouver dans cette espèce d'alliance entre une action, une disponibilité et une vulnérabilité. Et c'est marrant parce que tu parlais de... Alors déjà, moi, ça me va très bien le fait qu'on puisse être modéré, parce que moi, j'essaye d'être modéré autant que possible, donc ce que tu dis, ça me va très bien, mais c'est quand même agréable de rencontrer des gens qui sont d'accord avec nous. C'est dérangeant d'avoir une altérité qui remet en cause sa manière de voir le monde. Disons que c'est agréable de rencontrer des gens qui sont d'accord avec toi, mais quand l'algorithme fait que tu ne rencontres plus que des gens qui sont d'accord avec toi et qui te confortent dans tes opinions ou tes certitudes, il y a une énorme perte, qui est la perte de l'altérité, la perte du débat, la perte du sens critique. Et c'est aussi très agréable, Grégory, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme toi, mais qui ont une façon cordiale d'exprimer leur désaccord et de te nourrir et de te faire progresser et de te faire changer d'avis. Donc je pense que c'est pas plus agréable de rencontrer quelqu'un qui pense comme toi. Ce qui est agréable, c'est de rencontrer et des gens qui pensent comme toi et des gens qui ne pensent pas comme toi. Et pour cela, il faut se méfier d'une certaine logique algorithmique qui éloigne de notre écran, en fait, et de notre monde, des gens qui ne pensent pas comme nous. Or, ce qui fait qu'on s'enrichit, ce qui fait qu'on rencontre, c'est qu'on rencontre des gens qui ne pensent pas comme nous. Et est-ce que, pour toi, le digital ou les réseaux sociaux, c'est une illusion de la rencontre, quelque part ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que sur un réseau social, sur Instagram, sur Facebook, alors sur Twitter, c'est plus dur, comme dans la vraie vie, comme dans une entreprise, comme dans un club de sport, comme dans un club de yoga, ou comme sur un tatami, c'est pareil, il y a une attitude à développer qui favorise les rencontres, et on peut aussi la développer sur les réseaux sociaux. Et cette attitude, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est faire du hasard son allié, se dévoiler un peu mais pas trop, cesser d'avancer masqué, cesser de débiter toujours le même storytelling, cesser à s'arracher au fond à une logique du selfie, qui est une logique où j'ai travaillé, retouché une image de moi, que je balance aux autres, et qui au fond m'isole des autres. Donc je pense que, je ne dirais pas que la vraie vie favorise les rencontres davantage que les réseaux sociaux, je ne dis pas ça. Je dis que l'attitude, on doit la développer aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Et cette attitude, c'est faire du hasard son allié. Cette attitude, c'est aller à la rencontre de l'autre pour aller à la rencontre de soi et aller en même temps à la rencontre du monde. Super. Alors ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, claquer la porte à tous ceux qui pensent savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent et qui sont accrochés à leur identité d'une manière qui ne laisse pas la porte à la rencontre. Donc, je voudrais claquer la porte à cette espèce de repli identitaire qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est tous ces gens qui disent « je pense ça » et qui ne doutent pas, « je suis ça » et qui ne doutent pas. Donc, c'est à ça que je veux claquer la porte. Pour le dire d'un mot, claquer la porte à la réduction et à la crispation identitaire. Et à quoi je veux ouvrir la porte ? Clairement, vu tout ce qu'on s'est dit, à l'inattendu, évidemment. À l'inattendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'attente. Je le précise. Il faut avoir des attentes parce que ces attentes nous portent et nous aident à nous ouvrir, à sortir de chez nous, à faire le premier pas. Souvent, il faut faire le premier pas et on le fait parce qu'on a une attente. Mais en revanche, il faut comprendre que grâce à ce premier pas, ce que je vais rencontrer d'intéressant, c'est ce que je n'attendais pas. Super. Merci beaucoup, Charles. Merci d'avoir écouté Vlan.
Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.